Ce devait être un simple renvoi. Une formalité. Le juge Stéphane Dubois, un homme puissant lorgnant une promotion à la Cour de cassation, pensait pouvoir écraser un homme sur la base de son français hésitant et de son costume usé. La salle d'audience éclata de rire lorsque le juge se moqua de l'accent du prévenu, le traitant comme un enfant. Mais les rires s'éteignirent instantanément à l'arrivée de l'interprète judiciaire. Elle ne traduisit pas les paroles du juge pour le prévenu. Blême comme un fantôme, elle se tourna vers le juge et révéla un secret qui allait briser la carrière du magistrat. L'homme au manteau miteux n'était pas une victime. Il était la légende du droit qui avait rédigé les lois mêmes que le juge bafouait, et il avait tout enregistré. L'honorable juge Stéphane Dubois ne siégeait pas sur son fauteuil. Il s'y prélassait. À 55 ans, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés et une mâchoire qui avait fait la couverture des magazines juridiques locaux, Dubois était l'incarnation de l'autorité judiciaire. Il était aussi, selon les chuchotements au greffe du tribunal, un homme qui avait déjà mentalement emménagé dans son bureau à la Cour de cassation. Le rôle de ce jour, dans la salle d'audience 4B, était, de l'avis de Dubois, indigne de lui. C'était un défilé de griefs insignifiants, d'infractions routières, de litiges de zonage et de querelles de voisinage mineurs. Il consulta sa Rolex, un cadeau des associés de son ancien cabinet. 10h15. Il avait un déjeuner avec le directeur de cabinet du préfet à midi. Il devait vider cette salle, et vite. Affaire suivante, aboya Dubois, sans même lever les yeux de son dossier. Dossier numéro 4492, la ville contre Jean-Luc Moreau, concernant le litige immobilier au 42, rue du Chêne, annonça l'huissier d'une voix lasse. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. L'air dans la salle, vicié par une odeur de cire et de sueur nerveuse, sembla changer. Jean-Luc Moreau entra. C'était un grand homme noir, peut-être à la fin de la soixantaine, s'appuyant lourdement sur une canne en bois sombre et non polie. Il portait un costume clairement démodé de 20 ans. Les revers étaient trop larges, le tissu d'un gris terne et poussiéreux. Il était propre, mais il criait la pauvreté. Il se déplaçait d'un pas lent et délibéré, serrant une mallette en cuir cabossé qui semblait avoir survécu à une guerre. Le juge Dubois le toisa depuis son estrade, ses yeux bleus se plissant. Il ne voyait pas un être humain. Il voyait un retard. Il voyait 5 minutes de sa vie gaspillée avant son déjeuner. Monsieur Moreau, dit Dubois en se penchant vers le micro. Vous vous représentez vous-même ? Jean-Luc s'arrêta à la table de la défense. Il ne s'assit pas. Il leva les yeux vers le juge, ses propres yeux dissimulés derrière d'épaisses lunettes à monture métallique. Oui, monsieur le juge, dit Jean-Luc. Sa voix était profonde, mais chargée d'un accent difficile à situer, quelque part entre l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes, lourde consonne et d'une cadence chantante. Je viens pour parler pour le bâtiment, ma maison. Dubois réprima un soupir. Parfait, pensa-t-il. Encore un. La ville prétend que votre structure enfreint 3 codes de l'urbanisme distincts, monsieur Moreau. Câblage dangereux, retrait insuffisant par rapport à la voie publique et usage commercial dans une zone résidentielle. Comment plaidez-vous ? Jean-Luc cligna des yeux. Il compulsa ses papiers, ses mains tremblant légèrement. Monsieur, le câblage, il est bon, j'ai réparé. L'homme de la ville il vient et dit. Coupable ou non coupable, monsieur Moreau, l'interrompit Dubois en claquant des doigts. Nous n'avons pas besoin du récit de votre vie, juste le plaidoyer. Non coupable, monsieur. Mais la loi, elle dit dans la section. Je sais ce que dit la loi, lança Dubois, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. Quelques personnes dans le public ricanèrent. Le procureur, un jeune homme ambitieux nommé Léo Mercier, eut un sourire narquois. Mercier était le protégé de Dubois, un requin en costume sur mesure qui savait que plaire au juge était la voie la plus rapide vers l'association. S'il vous plaît, monsieur, tenta de nouveau Jean-Luc, son accent s'épaississant sous la pression. La jurisprudence dans l'affaire Rivera. Il peinait sur le mot, le prononçant avec un roulement guttural. Dubois rit. Un aboiement court et sec. Monsieur Moreau, essayez-vous de citer la jurisprudence ? Vous parlez à peine la langue. La salle d'audience gloussa. C'était un son cruel. Je parle français, monsieur, dit Jean-Luc, sa dignité silencieuse mais présente. Je parle bien. Vous parlez bien ?
se moqua Dubois, imitant sa cadence. Eh bien, c'est discutable. Écoutez, je n'ai pas le temps de déchiffrer ça. Je ne vais pas rester assis ici à jouer aux charades pendant que vous massacrez la langue française et gaspillez le temps du tribunal. Dubois se tourna vers l'huissier. Avons-nous un interprète disponible? Quelqu'un qui parle. Peu importe ce que c'est. Jean-Luc se redressa. Pas besoin interprète. Je vous comprends. Mais moi, je ne vous comprends pas, mentit Dubois. Il comprenait parfaitement. Il voulait juste humilier cet homme. Il voulait montrer au public et à l'assistant du préfet qui pourrait être là qu'il dirigeait un tribunal efficace et sans fioriture. Huissier, trouvez-moi un interprète. Je ne poursuivrai pas tant que cet homme n'aura pas quelqu'un pour traduire son charabia en français juridique. L'attente de l'interprète dura 20 minutes. 20 longues minutes pendant lesquelles le juge Dubois s'adossa, consultant ostensiblement son téléphone, tandis que Jean-Luc Moreau restait debout comme une statue à la table de la défense. Le procureur, Léo Mercier, se pencha vers son assistante. Ça va être un massacre. Dubois est d'humeur massacrante. Le vieux a l'air inoffensif, pourtant, chuchota l'assistante. Peut-être devrions-nous proposer une négociation de peine. Non, répondit Mercier. Dubois veut un spectacle. Regarde-le. Il est en représentation. Mercier se leva et s'approcha de Jean-Luc. Écoutez, monsieur Moreau, dit Léo, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Plaidez simplement coupable. Le juge vous infligera une amende. Si vous vous battez, il va vous enterrer. Vous ne comprenez pas comment ce tribunal fonctionne. Jean-Luc regarda le jeune procureur. Derrière les épaisses lunettes, ses yeux étaient vifs, intelligents, mais Léo était trop arrogant pour le remarquer. Je comprends, dit doucement Jean-Luc. Et vous? Léo eut un ricanement et s'éloigna. Enfin, la porte latérale s'ouvrit. La greffière, une femme agitée nommée Monique Dupont, entra précipitamment. Derrière elle se trouvait Chloé Martin. Chloé était l'une des meilleures interprètes de la région. Jeune, brillante, et parlant couramment 5 langues, elle s'occupait généralement d'affaires diplomatiques à haut risque ou de procès fédéraux. Être appelée pour un litige de zonage dans un tribunal d'instance était étrange, mais quand le juge Dubois vous convoquait, vous veniez. Madame Martin. Tonna Dubois, l'air soulagé. Enfin. Nous avons une barrière de la langue ici. Le prévenu semble se prendre pour un avocat, mais il peut à peine aligner 2 mots. J'ai besoin que vous traduisiez. Chloé regarda Jean-Luc. Elle ajusta ses lunettes. Quelle langue le prévenu parle-t-il, votre honneur? Je n'en sais rien, dit Dubois avec un geste dédaigneux. Africain, antillais. Réglez ça. Chloé s'approcha de la table de la défense. Elle regarda Jean-Luc Moreau. Elle vit le costume usé, la canne, les chaussures poussiéreuses. Elle prit une profonde inspiration et se prépara à lui demander son dialecte d'origine. Jean-Luc se tourna vers elle. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement. Puis il tapota son doigt sur la mallette cabossée. Tape. Tape tape. Tape. Chloé se figea. C'était un rythme. Un rythme très spécifique, idiosyncratique. Ce n'était pas un code. C'était un tic nerveux qu'elle n'avait pas entendu depuis 5 ans. Elle regarda plus attentivement le visage de l'homme. La barbe grise dissimulait sa mâchoire et les lunettes masquaient ses yeux, mais elle regarda ses mains. À son auriculaire droit, il y avait une bague. Pas en or. Un simple anneau de fer, le genre porté par les diplômés de l'Oxford Legal Honor Society. Jean-Luc la regarda et lui fit un clin d'œil à peine perceptible. Le souffle de Chloé se coupa. Elle regarda du prévenu au juge, puis de nouveau au prévenu. Elle l'avait reconnu. Ce n'était pas possible, mais c'était bien lui. Madame Martin. Aboya Dubois. Attendons-nous une invitation écrite? Demandez-lui comment il plaide. Chloé se tourna vers le juge. Ses mains tremblaient. Elle ne tremblait pas de peur du prévenu. Elle tremblait devant la terrifiante prise de conscience de qui le juge Dubois venait d'insulter. Votre honneur, dit Chloé, sa voix légèrement chevrotante. Je
Je ne crois pas qu'un interprète soit nécessaire. Le visage de Dubois vira au rouge. Pardon? C'est moi qui décide de ce qui est nécessaire dans mon tribunal. Je ne peux pas comprendre cet homme. Traduisez. Votre honneur, insista Chloé, reculant de Jean-Luc comme s'il était une arme chargée. Vous ne comprenez pas. Cet homme, son français est parfait. Alors pourquoi a-t-il l'air de débarquer du bateau? Ricana Dubois. Cessez de me faire perdre mon temps, Martin, ou je vous placerai en garde à vue pour outrage à magistrat à ses côtés. Jean-Luc s'éclaircit la gorge. Le son fut puissant, autoritaire, et coupa court au brouhaha de la salle. Il posa ses mains sur la table. Il se redressa. La canne tomba au sol avec un cliquetis, mais il ne se pencha pas pour la ramasser. Il n'en avait pas besoin. Le dos voûté avait disparu. Le vieil homme traînant les pieds s'était évanoui. À sa place se tenait une figure à la posture imposante. Jean-Luc retira les épaisses lunettes et les posa délicatement sur la table. Il leva les yeux vers le juge Dubois, des yeux froids, durs et d'une lucidité terrifiante. Madame Martin a raison, Stéphane, dit Jean-Luc. L'accent avait disparu. Complètement. Sa voix était un baryton riche et poli, avec la précision transatlantique de quelqu'un qui avait passé des décennies dans les plus belles salles de conférences de Londres et de Harvard. C'était une voix qui commandait un silence absolu. Je crois, continua Jean-Luc, projetant sa voix jusqu'au fond de la salle sans micro, que le charabia et que je citais était l'arrêt l'État contre Henderson, un précédent concernant les clauses de droits acquis en matière de zonage. Un précédent, pourrais-je ajouter, que vous semblez avoir opportunément oublié dans votre précipitation à vous rendre à votre déjeuner. Le silence dans la salle était assourdissant. On aurait entendu une mouche voler. La bouche du juge Dubois pendait, ouverte. Qui êtes-vous? Jean-Luc sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de piéger sa proie. Mon nom est Jean-Luc Moreau. Mais vous me connaissez peut-être mieux sous le nom qui figure sur les manuels de droit que vous étiez censé lire à la faculté. Je suis l'associé principal de Moreau, Vidal et Rothschild. Un hoquet de stupeur parcourut la salle. Moreau, Vidal et Rothschild. Ce n'était pas juste un cabinet d'avocats. C'était le cabinet. Il traitait des litiges internationaux, représentait des grandes entreprises du CAC 40 et défendait des chefs d'État. Jean-Luc Moreau était un mythe dans le monde juridique. Un homme qui avait plaidé devant la Haye, un homme qui avait reçu la Légion d'honneur du président de la République, et un homme dont la rumeur disait qu'il conseillait le président sur les nominations judiciaires. Et le juge Stéphane Dubois venait de se moquer de son accent. Le visage de Dubois passa du rouge à un blanc maladif. Il agrippa son marteau. Monsieur Moreau, je n'en avais aucune idée. C'est très irrégulier. Pourquoi ce déguisement? Pourquoi l'accent? L'accent est celui de mon père, dit froidement Jean-Luc. Il était agent d'entretien dans ce palais de justice il y a 40 ans. Il parlait exactement comme ça. Et des juges comme vous le traitez exactement comme ça. Comme s'il était stupide, comme s'il était lent, comme s'il n'avait aucune importance. Jean-Luc sortit de derrière la table de la défense. Il ne demanda pas la permission. Il était désormais maître des lieux. Je mène actuellement une évaluation pour le Conseil supérieur de la magistrature, annonça Jean-Luc. Nous avons reçu des plaintes, Stéphane. Des plaintes selon lesquelles vous êtes méprisant, partial et enclin à expédier les procédures pour votre convenance personnelle. J'ai décidé de venir voir par moi-même. Dubois se leva, la panique montant dans sa poitrine. C'est un traquenard. Vous ne pouvez pas entrer dans mon tribunal sous de faux prétextes. Je n'ai enfreint aucune loi, rétorqua doucement Jean-Luc. Je suis Jean-Luc Moreau. Je suis le propriétaire de l'immeuble au 42, rue du Chêne, et je suis un citoyen de ce pays. Est-ce un crime de parler avec un accent, monsieur le juge? Est-ce un crime de porter de vieux vêtements? Jean-Luc se tourna vers le sténographe. Je suppose que le compte-rendu est exact. Vous avez bien noté le passage où le juge a qualifié mes propos de charabia et où il a refusé d'entendre ma motion en se basant uniquement sur ma présentation? Le sténographe, les yeux écarquillés, hocha vigoureusement la tête. Oui, monsieur. Chaque mot. Bien.
Jean-Luc se tourna de nouveau vers Dubois. Parce que j'ai l'intention de faire écouter cet enregistrement au préfet lors de votre audience de confirmation la semaine prochaine. Dubois s'effondra sur son siège. Il chercha du soutien du regard auprès de Léo Mercier, son procureur. Mercier fixait son bureau, refusant de croiser son regard, se distançant du navire en perdition. Maintenant, dit Jean-Luc, consultant sa propre montre, une Patek Philippe en platine qu'il révéla sous sa manchette effilochée. Concernant le dossier 4492, la propriété au 42, rue du Chêne. La ville prétend que le câblage est dangereux. J'ai ici le rapport d'inspection de l'ingénieur de la ville, daté d'hier, le certifiant conforme. Il fit un geste vers Léo sans le regarder. Le procureur a omis d'inclure ceci dans le dossier de communication des pièces, ce qui est une violation du principe du contradictoire. Un motif de non-lieu immédiat et de radiation potentielle pour Monsieur Mercier. La tête de Léo se redressa brusquement. Votre honneur, je ne savais pas. Silence. Rugit Jean-Luc. La puissance de sa voix fit trembler les fenêtres. Je ne vous parle pas, jeune homme. Je parle au juge. Jean-Luc se pencha en avant, posant ses mains sur la balustrade de la tribune. Stéphane, vous avez deux choix. Choix, nous continuons ce procès. Je me représenterai moi-même. Je démolirai chacune de vos décisions des 5 dernières années. Je citerai des témoins. Je ferai durer ce procès 3 semaines. Et je m'assurerai que les médias soient là à chaque seconde. Et le choix B? Murmura Dubois, sa voix brisée. Choix B, dit Jean-Luc, vous vous dessaisissez de cette affaire immédiatement. Vous présentez vos excuses à la cour, puis vous restez assis et écoutez pendant que j'explique précisément pourquoi vous êtes inapte à porter cette robe. Dubois regarda la porte. Il regarda le public. Les gens sortaient déjà leur téléphone. Le nom privé du monde juridique, Jean-Luc Moreau, devenait une tendance locale en quelques secondes. Je me dessaisis, balbutia Dubois. Huissier, transférez cette affaire au juge de Lattre. Pas encore, dit Jean-Luc. Les excuses. Dubois serra les dents. Sa fierté était un poids physique dans sa gorge. Mais il pensa au siège à la Cour de cassation. S'il pouvait juste désamorcer ça, peut-être pourrait-il survivre. Je m'excuse pour tout malentendu concernant le dialecte du prévenu, marmonna Dubois. Pas à moi, dit sèchement Jean-Luc. À la salle. À chaque personne que vous avez pressée, moquée ou ignorée parce qu'elle ne vous ressemblait pas ou ne parlait pas comme vous. Excusez-vous auprès de la sainteté de la loi, Stéphane, car vous l'avez insulté. Dubois regarda le public. Il vit les visages des gens qu'il avait renvoyés plus tôt. Je m'excuse, dit Dubois, à peine audible. Plus fort. Ordonna Jean-Luc. Je m'excuse. Cria Dubois, son sang-froid se brisant. Jean-Luc hocha la tête. Il se tourna vers Chloé Martin, l'interprète. Merci, Madame Martin. Vos services sont, comme toujours, impeccables. Vous pouvez facturer ma journée à mon cabinet. Merci, Monsieur Moreau, murmura Chloé. Jean-Luc ramassa sa mallette cabossée. Il ne ramassa pas la canne. Il se dirigea vers la sortie, sa démarche forte et confiante. Monsieur Moreau, l'appela Dubois, le désespoir dans la voix. Est-ce tout? L'évaluation? Jean-Luc s'arrêta aux portes. Il ne se retourna pas. L'évaluation est terminée, Stéphane. Vous aurez des nouvelles du conseil. La porte du bureau du juge Dubois claqua, mais elle ne put étouffer le bourdonnement du chaos qui montait du couloir. Dubois s'adossa contre le lourd bois d'acajou, sa poitrine se soulevant. Il avait l'impression d'avoir couru un marathon en armure. Ses mains, habituellement si stables pour signer des ordonnances de condamnation, tremblaient violemment. Il se dirigea vers son bar et se versa un verre de cognac. Il était 11 heures du matin. Il s'en fichait. Ça va aller, se murmura-t-il, le liquide ambré lui brûlant la gorge. C'est un coup monté. Moreau est un vieil homme. Il fait son cinéma. Je peux arranger ça. Il attrapa son téléphone pour appeler le directeur de cabinet du préfet, un homme nommé Olivier Rousseau.
Il devait déjeuner dans une heure dans un bistrot chic du quartier. Quelques rires, une poignée de main, et la nomination de Dubois à la Cour de cassation serait quasiment garantie. Il composa le numéro. Une sonnerie, deux, puis la messagerie vocale. « Olivier, c'est Stéphane, dit Dubois, essayant de garder une voix égale. « Écoute, il y a eu une petite situation au tribunal aujourd'hui. Une sorte de performance artistique d'un avocat mécontent. Tu risques d'en entendre parler. Des bêtises. Je gère. Toujours d'accord pour le déjeuner ? » Il raccrocha. Il but une autre gorgée. Puis son téléphone sonna. Une notification. Puis une autre. Puis un déluge. Ça commença par un SMS de sa femme, Sandrine. « Stéphane, pourquoi ma sœur m'appelle pour me demander si tu es raciste ? Que as-tu fait ?» L'estomac de Dubois se noua. Il ouvrit X, anciennement Twitter. Il n'avait pas de compte, mais il chercha son propre nom. C'était déjà en tendance. Le juge qui riait. Un clip vidéo, tremblant et filmé du fond de la salle, avait été mis en ligne il y a 10 minutes. Il montrait Dubois se moquant de Jean-Luc Moreau. Il le montrait riant de l'accent. Il montrait son geste dédaigneux de la main. Et puis il montrait la transformation, le moment où Jean-Luc Moreau laissait tomber la comédie et parlait avec la voix de Dieu. La légende disait, le juge Dubois essaie d'intimider un pauvre immigré, se retrouve à intimider l'avocat le plus puissant du pays. Regardez le sang quitter son visage. Elle avait 500 000 vues et le compteur tournait comme une machine à sous. La porte de son bureau s'ouvrit. Léo Mercier, le procureur, entra. Léo avait l'air pâle, en sueur et terrifié. Il tenait une boîte avec ses effets personnels. « Qu'est-ce que tu fais ?» lança Dubois. « Retourne là-bas et occupe-toi du rôle. Nous avons des affaires. »« Je pars, juge, » dit Léo, sa voix se brisant. « Je viens de démissionner. »« Démissionner ? Tu es fou ? Tu es sur la voie de l'association. »« Il n'y a plus de voie. » cria Léo, perdant son sang-froid. « Sais-tu qui est Jean-Luc Moreau ? Il n'est pas juste un avocat, Stéphane. C'est le président du Conseil de l'Ordre des avocats. C'est lui qui décide qui garde sa licence. Si je reste attaché à toi, je ne pratiquerai plus jamais le droit. Attaché à moi. » Dubois s'avança, son visage se tordant de colère. « Tu riais avec moi, Léo. Tu avais un sourire narquois. Tu es tout aussi coupable. » Léo le regarda avec des yeux froids de survivant. « Je viens de faire une déclaration à la presse dehors. Je leur ai dit que j'étais mal à l'aise avec votre conduite depuis des mois. Je leur ai dit que j'avais essayé de m'opposer, mais que vous m'aviez débouté en privé. Je deviens témoin à charge contre vous, Stéphane. C'est ma parole contre la vôtre. » « Petite vipère, » siffla Dubois. « Je t'ai fait. Et maintenant tu nous as défaits tous les deux, » dit Léo. Il sortit, laissant la porte ouverte. À travers la porte, Dubois pouvait entendre le bruit de la meute de journalistes qui se rassemblaient dans le hall. Il vérifia de nouveau son téléphone. Un SMS d'Olivier Rousseau, le directeur de cabinet du préfet. Déjeuner annulé. Le préfet a retiré votre nomination. Ne contactez plus ce bureau. Dubois laissa tomber le téléphone. Il heurta le tapis d'Orient avec un bruit sourd. Le verre de cognac glissa de ses doigts et se brisa. Il ne perdait pas seulement une promotion. Il était en train d'être effacé. Mais le pire était à venir. Jean-Luc Moreau n'était pas seulement venu pour l'embarrasser. Il était venu pour le démanteler. En bas, dans le hall du palais de justice, Jean-Luc Moreau se tenait devant un mur de microphones. Il avait changé. Il ne portait plus le costume gris poussiéreux. Son assistant lui avait apporté des vêtements de rechange, un costume italien bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de Dubois. Il avait l'air royal. « Monsieur Moreau, cria un journaliste de TF1. Était-ce une opération coup de poing prémédité ? Jean-Luc leva une main. Le silence se fit instantanément. C'était un test de résistance, dit Jean-Luc, sa voix douce et portant parfaitement pour les caméras. Nous concevons des ponts pour résister aux ouragans. Nous devons concevoir nos tribunaux pour résister aux préjugés.
Aujourd'hui, la salle d'audience 4B s'est effondrée sous le poids de sa propre arrogance. Que adviendra-t-il du juge Dubois maintenant? Demanda un autre journaliste. Jean-Luc regarda directement l'objectif de la caméra. Il savait que Dubois regardait à l'étage. L'incompétence est un motif de licenciement, dit sombrement Jean-Luc. Mais la corruption, c'est un motif d'emprisonnement. Et mon cabinet a passé les 6 derniers mois à examiner les finances du juge Dubois. Ce que nous avons découvert concernant les permis de construire dans ce quartier ne mettra pas seulement fin à sa carrière. Cela mettra fin à sa liberté. Dans son bureau, Dubois fixait l'écran de télévision. Ses genoux cédèrent et il s'enfonça dans son fauteuil en cuir. Ils savent, pensa-t-il. Mon Dieu, ils savent pour le promoteur. 3 jours plus tard, la chute fut complète. Le juge Dubois était assis dans le salon de Stéphane Dubois. Les rideaux étaient tirés. La maison était sombre. Sandrine l'avait quitté le lendemain de la diffusion de la vidéo, emmenant les enfants chez sa mère en Normandie. Elle ne voulait pas être là quand la police arriverait, et elle allait arriver. Le karma que Jean-Luc Moreau avait promis n'était pas une vague justice cosmique. C'était un audit financier. Il s'avéra que l'intérêt de Jean-Luc Moreau pour le 42, rue du Chêne n'était pas aléatoire. La propriété était un ancien foyer communal qui avait servi la communauté noire locale pendant 50 ans. C'était un sanctuaire pour les gens qui n'avaient nulle part où aller. Mais une société de promotion de luxe, Prestige Immobilier, voulait le terrain. Ils voulaient construire des appartements haut de gamme. La seule chose qui se dressait sur leur chemin étaient les lois d'urbanisme. Le juge Dubois avait discrètement statué contre chaque propriétaire de ce pâté de maison depuis 2 ans, citant des violations de sécurité qui n'existaient pas, forçant les propriétaires à vendre à bas prix à Prestige Immobilier. En échange, Prestige avait remboursé les dettes de jeu massifs de Dubois à Monte-Carlo par le biais d'une société écran. C'était un plan parfait jusqu'à ce qu'il essaie de détruire l'héritage familial de Jean-Luc Moreau. Des coups violents à la porte d'entrée firent sursauter Dubois. Stéphane Dubois, police, ouvrez. Il ne bougea pas. Il fixa juste le mur. Il pensa à l'homme au costume miteux. Il pensa à quel point il aurait été facile de simplement écouter, de simplement regarder les preuves, de traiter l'homme avec une dignité humaine de base. La porte fut défoncée. Des policiers en uniforme envahirent le couloir. Des menottes furent passées à ses poignets, des poignets qui n'avaient jamais connu que le poids d'un marteau, sentant maintenant l'acier froid de l'État. Ils le firent sortir par sa porte d'entrée. La presse était là, bien sûr. Jean-Luc Moreau s'était assuré que le moment soit public. Dubois fut poussé à l'arrière d'une voiture de police. Alors que la voiture s'éloignait, il vit une Bentley noire garée de l'autre côté de la rue. La vitre descendit. Jean-Luc Moreau était assis sur la banquette arrière. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Il avait l'air triste. Jean-Luc fit un seul signe de tête au juge déchu, puis remonta la vitre. 2 semaines plus tard, la scène du tribunal était inversée. Stéphane Dubois était assis à la table de la défense. Il portait une combinaison orange. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Ses cheveux argentés étaient en désordre. Sa mâchoire était couverte d'une barbe grise. La salle d'audience était comble. Mais cette fois, le public ne riait pas. Ils étaient en colère. La communauté qui l'avait trahi était venue en force. La procureure était une femme nommée Valérie Leclerc, une avocate féroce et pragmatique qui avait pris l'affaire personnellement. Mais elle avait un co-conseil spécial pour la phase de détermination de la peine. Jean-Luc Moreau entra. Il représentait officiellement les victimes de la fraude de Prestige Immobilier, déposant une déclaration sur les répercussions pour la victime avant la sentence. Jean-Luc se tint au pupitre. Il ajusta ses lunettes. Il regarda Dubois. Votre honneur, s'adressa Jean-Luc au nouveau juge, Nicolas Delattre. Nous ne cherchons pas la vengeance. La vengeance est une chose mesquine, digne des petits hommes. Nous cherchons la restauration. Jean-Luc se tourna pour faire face à Dubois. Monsieur Dubois, dit Jean-Luc, utilisant le titre monsieur comme une arme, le dépouillant de son honneur judiciaire. Le jour de notre rencontre, vous m'avez demandé pourquoi je me souciais tant d'une maison délabrée au 42, rue du Chêne. Vous pensiez que c'était un investissement. Vous pensiez que j'étais comme vous, mu par la cupidité.
Dubois fixait la table, refusant de lever les yeux. Cette maison, continua Jean-Luc, la voix chargée d'émotion, était l'endroit où mon père vivait quand il est arrivé dans ce pays. Il était agent d'entretien. Il nettoyait les sols pour que je puisse lire des livres. Il n'avait pas de voix dans cette ville. Les gens se moquaient de son accent. Les gens le méprisaient. Mais dans cette maison, il était un roi. Il était un homme. Jean-Luc sortit une photo de son dossier. Il la brandit. C'était une photo en noir et blanc d'un homme souriant en uniforme d'agent d'entretien tenant la main d'un jeune garçon. « Vous avez essayé de détruire son héritage pour un chèque », dit doucement Jean-Luc. « Vous vous êtes moqué de la mémoire d'un homme qui valait 10 fois l'être humain que vous ne serez jamais. » La salle d'audience était silencieuse. Des larmes coulaient sur les visages des gens dans le public. Des gens qui se souvenaient du vieux Moreau. Des gens qui avaient été expulsés par le marteau corrompu de Dubois. « J'ai racheté la dette de Prestige Immobilier », annonça Jean-Luc, lâchant une bombe. La société a été dissoute ce matin. Le terrain au 42, rue du Chêne et le pâté de maisons environnants ont été placés dans une fiducie. Il se tourna vers le public. « Ce ne seront pas des appartements de luxe », déclara Jean-Luc. « Ce sera le centre de justice Elias Moreau. Un endroit où les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, les gens qui parlent un français hésitant, les gens qui portent des vêtements usés peuvent venir et trouver la justice, gratuitement. » La salle explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement d'approbation. Les gens se levèrent. Ils acclamèrent. Dubois leva les yeux. Il vit alors la joie dans la salle. Il réalisa pleinement et finalement ce qu'il avait perdu. Il n'avait pas seulement perdu son travail. Il avait perdu sa place dans l'humanité. Il était le méchant dans une histoire de héros. Le juge de Lattre frappa son marteau, mais il laissa les acclamations durer un long moment avant de rétablir l'ordre. « Stéphane Dubois, » dit le juge de Lattre, sa voix froide. « Vous avez déshonoré cette magistrature. Vous avez trahi la confiance du public. Pour les crimes d'escroquerie en bande organisée, de fraude et de faute professionnelle judiciaire, je vous condamne à 15 ans de prison ferme à la maison centrale. » Le marteau s'abattit. Le son ressembla à un coup de feu. Dubois fut relevé de force. Alors que les huissiers l'emmenaient, il jeta un dernier regard en arrière. Jean-Luc Moreau était entouré de gens. Il serrait des mains. Il souriait. Il écoutait une vieille femme qui parlait rapidement en espagnol, et il lui répondait en espagnol courant, hochant la tête avec un profond respect. Dubois réalisa alors que l'accent n'avait pas d'importance. Les vêtements n'avaient pas d'importance. C'était l'homme à l'intérieur qui comptait, et Stéphane Dubois était vide. Tandis que le juge Stéphane Dubois était assis dans une cellule, troquant son costume sur mesure pour une combinaison orange institutionnelle, les ondes de choc de sa chute brisaient encore la vie de ceux qui s'étaient tenus dans son ombre. Léo Mercier, le jeune procureur qui avait autrefois souri narquoisement aux Français hésitants de Jean-Luc Moreau, était assis dans la salle d'attente de Moreau, Vidal et Rothschild. Le cabinet d'avocats était situé au dernier étage de la tour Montparnasse, une forteresse de verre et d'acier qui dominait le palais de justice comme un dieu observant les mortels. Léo vérifia sa montre. Il attendait depuis 2 heures. Il savait que c'était une démonstration de force. Il savait que Jean-Luc Moreau le faisait mariner, et ça marchait. La chemise de Léo était humide, ses paumes moites contre la coudoir en cuir. Depuis que la vidéo était devenue virale, Léo était devenu un paria. Le parquet l'avait suspendu, dans l'attente d'une enquête. Son téléphone avait cessé de sonner. Les offres d'emploi prestigieuses qu'il avait reçues une semaine auparavant s'étaient évaporées. Il avait 29 ans, diplômé de Yale, et sa carrière était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Il s'attendait à ce que Jean-Luc Moreau entre avec une notification de radiation. Il s'attendait à être écrasé. Les lourdes portes doubles s'ouvrirent enfin. Jean-Luc Moreau n'entra pas avec la démarche courroucée d'un titan vengeur. Il entra lentement, sa canne frappant le sol en marbre d'un clic-clac rythmé qui résonnait dans le silence. Il portait un plateau en argent avec un service à café en porcelaine. « Monsieur Mercier », dit Jean-Luc, sa voix basse et impénétrable. « Je m'excuse pour le retard. J'étais au téléphone avec le préfet concernant la nomination du nouveau juge pour le district 4. Il semble qu'il recherche quelqu'un qui lit vraiment la loi. » Léo déglutit difficilement,
se levant par respect ou peut-être par peur. Monsieur Moreau, je vous remercie de me recevoir. Jean-Luc posa le plateau sur l'immense table de conférence. Il versa 2 tasses de café, la vapeur s'élevant dans la pièce climatisée. Il en poussa une vers Léo. Noir, de sucre. C'est comme ça que vous le prenez, n'est-ce pas? Léo se figea, sa main planant au-dessus de la tasse. Comment savez-vous cela? Jean-Luc s'assit, croisant les mains sur le pommeau de sa canne. Je suis avocat, monsieur Mercier. Un bon avocat connaît la loi. Un grand avocat connaît les gens. Je sais que vous prenez votre café noir avec 2 sucres. Je sais que vous êtes diplômé avec mention, mais que vous avez $200 000 de prêt étudiant. Et je sais que votre mère, Martha, est actuellement à l'EHPAD Saint-Joseph, luttant contre une démence précoce, et que ses soins coûtent 6 000 € par mois. Les jambes de Léo cédèrent et il se laissa retomber sur sa chaise. Il se sentit mis à nu. Allez-vous utiliser ça contre moi? Allez-vous me poursuivre pour tout ce que je n'ai pas? J'essaie de vous comprendre, Léo, dit Jean-Luc, ses yeux vifs derrière ses lunettes. J'ai regardé l'enregistrement complet de la sécurité de ce jour-là, pas seulement la partie que le public a vue. Je vous ai vu chuchoter à votre assistante. Vous vouliez proposer un accord. Vous saviez que Dubois avait tort. Vous saviez qu'il violait mes droits. Pourtant, vous êtes resté là. Vous avez ri quand il a ri. Vous vous êtes moqué de moi quand il s'est moqué. Pourquoi? Léo baissa les yeux sur le liquide sombre dans sa tasse. La honte brûlait plus fort que le café. Parce que j'avais peur, murmura Léo, sa voix se brisant. Dubois était puissant. Si je le contrariais, il pouvait me ruiner. Et j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de l'argent pour ma mère. Je pensais que si je jouais le jeu, si je baissais la tête et que je devenais associé, je pourrais finalement faire le bien. Je pensais que je devais d'abord survivre pour faire une différence plus tard. La survie est une piètre excuse pour la cruauté, dit sévèrement Jean-Luc. Mon père a nettoyé des toilettes dans cette ville pendant 40 ans pour survivre. Il était invisible pour des hommes comme vous, mais il n'a jamais compromis sa dignité. Il n'a jamais marché sur un autre homme pour se grandir. Jean-Luc sortit un épais dossier de sa mallette. Il le fit glisser sur la table en acajou poli. Il s'arrêta à quelques centimètres de la main de Léo. C'est le dossier du centre de justice Elias Moreau, dit Jean-Luc. C'est un projet que je finance en privé. Il est situé au 42, rue du Chêne, le bâtiment même que vous avez aidé Dubois à condamner. Léo regarda le dossier, confus. Je ne comprends pas. Je cherche un directeur, déclara platement Jean-Luc. Le centre fournira une assistance juridique gratuite aux indigents, aux immigrés, aux gens qui parlent avec un accent et portent des vêtements d'occasion, les gens que vous et Dubois considériez comme des déchets. Léo leva les yeux, écarquillé. Vous m'offrez un travail? Je vous offre une pénitence, le corrigea Jean-Luc, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Le salaire est exactement suffisant pour couvrir vos remboursements de prêts étudiants et les frais de l'établissement de votre mère. Pas un centime de plus. Vous n'achèterez pas de costumes italiens. Vous ne conduirez pas de voiture de luxe. Vous travaillerez 14 heures par jour. Vous perdrez des affaires parce que le système est contre les pauvres. Vous serez fatigué. Vous serez frustré. Et vous serez humilié. Jean-Luc se pencha en avant, son regard perçant l'âme de Léo. Vous avez un esprit juridique brillant, Léo. Mais votre cœur est atrophié. Vous avez oublié à quoi sert la loi. Ce n'est pas une épée pour les forts. C'est un bouclier pour les faibles. Léo tendit la main et toucha le dossier. La texture du papier semblait réelle. Lourde. Comme une bouée de sauvetage lancée à un homme qui se noie. Pourquoi moi? Demanda Léo, des larmes lui piquant les yeux. Je suis resté là à le laisser vous humilier. Parce que vous avez hésité, dit doucement Jean-Luc. Dans la vidéo, pendant une seconde, vous m'avez regardé avec honte. Dubois n'a jamais ressenti de honte. Vous si. Et là où il y a de la honte, il y a la capacité de rédemption. Jean-Luc se leva, signalant que la réunion était terminée. Présentez-vous au 42, rue du Chêne demain à 7 heures.
Les entrepreneurs finissent encore le toit, alors apportez un casque de chantier. Et Léo? Léo se leva, serrant le dossier contre sa poitrine. Oui, monsieur. Jean-Luc esquissa un petit sourire sombre. Laissez la cravate à la maison. Ça intimide les clients. Léo regarda le vieux lion sortir de la pièce. Pour la première fois de sa vie, Léo Mercier ne se sentait pas comme un requin en costume. Il se sentait comme un avocat. Et en regardant le dossier dans ses mains, il réalisa que l'affaire la plus difficile de sa vie était sur le point de commencer. L'affaire de la défense de sa propre âme. L'ironie de la prison n'échappait pas à Stéphane Dubois, bien qu'il l'eût souhaité. Assis sur le bord d'un matelas fin et bosselé dans le bloc D de la maison centrale, il fixait le mur en béton. La peinture s'écaillait en forme qui ressemblait à des visages moqueurs. Ici, il n'était pas à votre honneur. Il n'était pas le juge Dubois. Il était le détenu 9422. Mais les gardiens, des hommes dont il avait souvent statué contre les syndicats dans des litiges de retraite, avaient un autre nom pour lui. Il l'appelait le marteau. Ce n'était pas un compliment. C'était un rappel de l'instrument qu'il ne tenait plus. Le bruit était constant. Une cacophonie de cris, de métal s'entrechoquant, et le bourdonnement incessant d'une télévision dans la salle commune, enfermée dans du plexiglas. Mais le pire n'était pas le bruit. C'était la langue. Dubois se retrouva piégé dans un monde où il ne comprenait pas le dialecte. Les détenus parlaient un argot rapide, un mélange de codes de la rue et de jargon carcéral qui lui semblait étranger. Quand il leur demandait d'articuler, de parler un français correct, ils ne se recroquevillaient pas comme les prévenus de la salle 4B. Il riait. Il le bousculait dans la file de la cantine. Il renversait son plateau. Fais gaffe où tu marches, le marteau, ricana un matin un homme corpulent au cou couvert de tatouages. Je vous demande pardon, balbutia Dubois, ses instincts de juge refaisant surface. Vous vous adresserez à moi avec respect. L'homme rit, un son qui faisait écho au rire cruel que Dubois avait autrefois dirigé vers Jean-Luc Moreau. Du respect? T'es dans la fosse maintenant, le vieux. T'as plus de robe pour te cacher. Le karma promis par Jean-Luc Moreau était systématique. Dubois tenta de faire appel de sa sentence. Il connaissait la loi. Il savait qu'il avait des motifs pour arguer d'un vice de procédure. Mais pour faire appel, il avait besoin d'accéder à la bibliothèque juridique. Demande refusée, dit le directeur de la prison, jetant le formulaire parfaitement manuscrit de Dubois à la poubelle. Pour quel motif? Exigea Dubois, les mains tremblantes. Les statuts stipulent clairement que chaque détenu a droit aux ressources juridiques. Le directeur sourit. Un sourire froid et bureaucratique. La bibliothèque est fermée pour rénovation. Indéfiniment, détenu 9422. De plus, vous avez rempli le mauvais formulaire. C'est le formulaire 10A. Il vous fallait le 10B. C'est une feuille bleue. On n'a plus de feuille bleue. Dubois le dévisagea. C'est absurde. C'est une technicité conçue pour faire obstruction à la justice. Vraiment? Demanda le directeur en haussant un sourcil. C'est drôle. J'ai lu votre historique de cas, Dubois. Vous avez rejeté 300 appels dans votre carrière pour des erreurs de formulaire. Vous avez envoyé des hommes dans cette même prison parce qu'ils ont utilisé la mauvaise couleur d'encre sur une motion. Et maintenant, vous voulez de la pitié pour une feuille bleue manquante? Le directeur se pencha. Bienvenue dans le système que vous avez construit. Dubois retourna dans sa cellule, vaincu. Il réalisa alors que la loi n'était pas un bouclier. C'était une arme, et pendant 30 ans, il l'avait tenue par le manche. Maintenant, il regardait le canon. 6 mois après le début de sa peine, Dubois était désespéré. Ses biens avaient été gelés par les poursuites judiciaires. Sa femme avait divorcé, emportant ce qui restait. Il n'avait pas d'argent pour un avocat privé. L'avocat commis d'office pour son appel était surchargé et, franchement, le détestait. Il avait besoin d'un miracle. Il avait besoin d'un avocat brillant, intrépide et prêt à travailler gratuitement. Il s'assit à la petite table en métal de sa cellule et déboucha un stylo à billes bon marché. Il fixa le papier blanc pendant 1 heure. Sa fierté menait une guerre contre son instinct de survie.
Finalement, la survie l'emporta. Il écrivit la lettre au directeur du centre de justice Elias Moreau. Je vous écris en tant qu'homme qui n'a plus rien. Je suis actuellement incarcéré à la maison centrale et on me refuse mes droits constitutionnels fondamentaux de préparer une défense. L'ironie de ma demande ne m'échappe pas. Je sais qui vous êtes. Je sais qui a fondé votre centre. Mais je sais aussi que Jean-Luc Moreau prétendait défendre la justice pour l'homme oublié. Je suis maintenant l'homme oublié. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de voix. Le système m'écrase. Si votre mission est vraiment d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, je vous supplie de prendre mon cas. Sincèrement, Stéphane Dubois. Il plia la lettre. Sa main tremblait en la glissant dans l'enveloppe. L'adresser au 42, rue du Chêne ressemblait à la signature d'une confession. La rénovation du 42, rue du Chêne n'était rien de moins qu'une résurrection. Le bois pourri avait été remplacé par du cèdre chaud et poli. Les fenêtres, autrefois barricadées, étaient maintenant des baies vitrées qui laissaient entrer le soleil. Le panneau à l'extérieur ne ressemblait pas à une plaque de cabinet d'avocat d'entreprise. Il était sculpté dans de la pierre simple, le centre de justice Elias Moreau. À l'intérieur, pas de sol en marbre intimidant. Il y avait de la moquette. Des chaises confortables. Un coin-jeu pour les enfants dont les parents discutaient d'avis d'expulsion. Léo Mercier était assis dans le bureau du directeur. Il était différent. La coupe de cheveux gominée et coûteuse avait disparu, remplacée par un style simple et en désordre. Il portait une chemise avec les manches retroussées. Pas de cravate. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient. Le travail était sans fin. Le salaire était une fraction de ce qu'il gagnait en tant que procureur. Mais pour la première fois de sa vie, Léo dormait profondément. Léo, dit Chloé Martin, frappant à la porte ouverte. Chloé, l'interprète qui avait démasqué Dubois, était maintenant bénévole au centre 3 jours par semaine. Elle s'occupait de l'accueil des non-francophones. Le courrier, dit Chloé, déposant une pile d'enveloppes sur son bureau. Mais il y en a une ici deux. Eh bien, tu devrais regarder. Léo prit l'enveloppe avec le cachet de la prison. Il reconnut immédiatement l'écriture, le script anguleux et pointu de Stéphane Dubois. Léo l'ouvrit. Il lut le plaidoyer. Il lut le désespoir. Il s'adossa à sa chaise, fixant le plafond. Il y a un an, il l'aurait déchiqueté. Il y a un an, il aurait ri. Il veut que nous le représentions, dit Léo doucement. Chloé s'assit en face de lui. Tu plaisantes. Après tout ça. Il dit que ses droits sont violés. Qu'on lui refuse l'accès à la bibliothèque juridique. Et c'est probablement le cas, dit Chloé, la voix dure. Mais pourquoi devrions-nous nous en soucier? Il a créé cet environnement. Laissez-le y pourrir. Léo regarda la lettre. Jean-Luc dit que la justice ne dépend pas de qui est la personne. Elle dépend de ce qu'est la loi. Si nous laissons la prison abuser de lui, nous disons que le système a le droit d'être abusif. Alors, tu veux l'aider? Demanda Chloé, incrédule. Non, dit Léo. Je veux le rejeter. Je veux brûler cette lettre. Mais je ne sais pas ce que ferait Jean-Luc. Alors demande-lui, gronda une voix profonde depuis l'embrasure de la porte. Jean-Luc Moreau se tenait là. Il s'appuyait de nouveau sur sa canne, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fatigué. Il avait passé la matinée au tribunal fédéral à plaider une action collective pour des travailleurs immigrés. Jean-Luc entra et prit la lettre des mains de Léo. Il la lut en silence. Son visage était impénétrable. « Que faisons-nous, monsieur ?» demanda Léo. « Si nous prenons l'affaire, la communauté nous détestera. Ils diront que nous aidons le méchant. » Jean-Luc posa la lettre sur le bureau. Il enleva ses lunettes et les nettoya lentement. « Il y a une différence, Léo, entre le droit à une défense et le privilège de notre service, » dit doucement Jean-Luc. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue. Stéphane Dubois vit le monde qu'il a créé. Intervenir maintenant, utiliser nos ressources pour le sortir du feu qu'il a allumé, serait lui voler son éducation. Il apprend enfin, Léo. Pour la première fois en 60 ans, il apprend ce que c'est que d'être impuissant. Jean-Luc se retourna vers eux. « Écris-lui », ordonna Jean-Luc.
Que dois-je dire? Demanda Léo, son stylo planant au-dessus d'un bloc-notes. Dis-lui que nous accusons réception de sa demande. Dis-lui que nous sommes d'accord que ses droits sont probablement violés, comme ils le sont pour des milliers de détenus qu'il a condamnés. Joins une copie du manuel juridique pour les justiciables, celui que nous donnons à nos clients indigents. Dis-lui que s'il souhaite combattre le système, il doit le faire comme un homme ordinaire, sans faveur, sans raccourci, juste avec sa voix et la vérité. Jean-Luc marqua une pause, un petit sourire triste effleurant ses lèvres. Et Léo, signe du bureau de l'interprète. 5 ans plus tard, le centre Elias Moreau n'était plus seulement un bureau local. C'était un phare. Il s'était étendu à 3 autres villes. C'était le jour du gala annuel, mais il ne se tenait pas dans une salle de bal d'hôtel. Il se tenait dans la rue, juste en face du 42, rue du Chêne. Des tentes étaient installées. La musique jouait, jazz, salsa, afrobeats. L'air sentait le barbecue et les acras. Léo Mercier se tenait sur la scène improvisée. Il était plus âgé maintenant, grisonnant aux tempes. Il était le directeur exécutif de tout le réseau. La foule applaudit. Nous avons un invité spécial aujourd'hui. L'homme qui a tout commencé. L'homme qui m'a appris que la voix la plus forte dans une pièce est généralement celle qui a le moins à dire. Jean-Luc Moreau. Jean-Luc monta sur scène. Les applaudissements étaient assourdissants. Il avait plus de 70 ans maintenant, ses mouvements plus lents, mais sa présence était intacte. Il ajusta le microphone. Mon père, commença Jean-Luc, sa voix rauque mais claire, Elias Moreau, est venu dans ce pays avec $5 et un rêve. Il parlait 5 langues. Mais parce qu'il ne parlait pas parfaitement le français, on lui a dit qu'il ne valait rien. Il a passé sa vie à nettoyer les sols du palais de justice où j'ai finalement exercé. Jean-Luc regarda la foule. Il vit Chloé Martin au premier rang, tenant sa fille nouveau-née. Il vit les visages des gens qu'ils avaient sauvés. J'ai construit cet endroit, continua Jean-Luc, non pas pour détruire des hommes comme Stéphane Dubois. Je l'ai construit pour m'assurer que des hommes comme Elias Moreau ne soient plus jamais détruits. Nous ne nous battons pas pour la victoire. Nous nous battons pour la dignité. Parce qu'un accent n'est pas un signe de stupidité. C'est un signe de bravoure. C'est le signe que quelqu'un a traversé une frontière, quitté un foyer et recommencé pour construire une vie. Et c'est quelque chose dont nous ne devrions jamais rire. C'est quelque chose devant lequel nous devrions nous incliner. Jean-Luc leva sa canne en l'air. À Elias. À Elias. Rugit la foule en retour. Au fond des entrailles de la maison centrale, un vieil homme était assis dans un coin de la bibliothèque juridique récemment rouverte. Stéphane Dubois était décharné. Ses cheveux étaient blancs et fins. Il portait des lunettes de lecture bon marché, scotchées au pont. Il était penché sur un manuel de droit abîmé. Mais il ne travaillait pas sur son propre cas. À côté de lui était assis un jeune garçon terrifié, à peine 18 ans, arrêté pour un crime qu'il ne comprenait pas. Le garçon parlait un français hésitant, terrifié et confondant ses mots. J'ai pas faire ça, murmura le garçon. Je sais pas. Comment dire l'intention? Dubois ne s'emporta pas. Il ne vérifia pas sa montre. Il ne rit pas. Il regarda le garçon avec des yeux qui avaient vu le fond du puits. Prends ton temps, dit Dubois, sa voix rauque mais patiente. J'écoute. Nous trouverons les bons mots ensemble. Dubois tapa du doigt sur la page, trouvant le précédent. Il n'était plus un juge. Il ne serait plus jamais un avocat. Mais dans le silence de la bibliothèque de la prison, en aidant un garçon qui ne parlait pas la langue, Stéphane Dubois faisait enfin la seule chose qu'il n'avait jamais faite dans la salle d'audience 4B. Il servait la justice. C'est ainsi que l'arrogance d'un homme a causé sa perte, et comment un moment de cruauté a donné naissance à un héritage de justice. Le juge Dubois pensait se moquer d'un imbécile, mais il se moquait d'un maître. Il a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ni un homme à son accent.